Quels sont les objectifs de ce nouveau président? À peine élu, et déjà, il se met l'armée à dos, en humiliant, devant la nation tout entière, le chef des armées. Pourquoi? Tout simplement, parce que ce dernier, comme un chef respectueux de ses hommes, il a été défendre le budget de la défense, toujours en baisse, malgré les promesses de campagne du candidat Macron, auprès de la commission du Parlement. Est-ce une raison, pour jouer le grand chef, devant son peuple en rabaissant un général ayant fait ses preuves, sur le terrain auprès de ses troupes? Certains penseront à une erreur de jeunesse. Nenni. Ne vous trompez pas, l'ennemi. Il est beaucoup plus rusé que vous l'imaginez pour faire ce genre d'erreur. Chez Macron, tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Même quand il traite les gens de rien, c'est pour rabaisser les chômeurs et les gens sans emploi. Alors analysons de plus près ce que veut faire ce Macron. Macron a été le 7 mai 2017 président de la République. C'est le produit politique fabriqué par les efforts combinés de l'oligarchie financière, du MEDEF, des gouvernements Hollande, de la technostructure administrative, des opportunistes de tous bords, des stars de l'intelligentsia toujours avides de notoriété, de la totalité des médias, bref. De tous ceux, ayant joué un rôle dans la situation désastreuse actuelle, et favorisé ou instrumentalisé la montée du Front National. Et cela, dans le contexte d'une décomposition sociale profonde, d'une communauté des citoyennes et des citoyens désorientés, en perte de repères. Son émergence est récente, et il n'a cessé de cultiver l'ambiguïté pour se positionner électoralement au centre. Déjà avant les élections, on pouvait déceler, à partir de plusieurs déclarations disparates, une certaine cohérence idéologique, assez différente de celle qu'il voulait accréditer ou qu'on lui prêtait. 5 lignes de force peuvent être dégagées et se révèlent être malheureusement une réalité dangereuse, pour notre démocratie et pour l'équilibre social. 1. Fervent de l'élitisme, hostile au monde du travail. 2. La mise au pas des collectivités territoriales. 3. L'abaissement du Parlement. 4. Un gouvernement aux ordres. 5. Un exécutif opaque et autoritaire. 1. Fervent de l'élitisme, hostile au monde du travail. Les analyses sociodémographiques publiées à l'issue du premier tour, ont montré que Macron a été essentiellement soutenu par les personnes qui s'en sortent le mieux dans la crise, les plus riches, les plus diplômés, les partisans de l'Union européenne, laissant de côté la France qui souffre, accentuant ainsi les inégalités. Dans le même temps, il ne dissimule pas sa volonté de réduire le partenariat au sein de l'UNEDIC, plus généralement de préférer le soi-disant dialogue social à la concertation contradictoire. Il est un farouche partisan de la flexisécurité, cause de précarité et de pauvreté de masse. Il opérera une reprise en main étatique des crédits de la formation professionnelle. Il conteste la vocation des syndicats à s'exprimer au niveau national, pour les cantonner autant que possible au niveau de l'entreprise, dans l'esprit de la loi El Khomri qu'il veut prolonger par une réforme du Code de travail adoptée par ordonnance, c'est-à-dire sans l'aval du Parlement. C'est une manière d'essayer de maîtriser la révolte sociale en divisant pour mieux régner. Macron a ainsi montré qu'il était un pion, au service des multinationales. Il est le président de la finance, et l'argent est devenu une arme de destruction massive. Mais il est suffisamment habile pour faire oublier à travers toutes les mesures antisalariales qu'il a travaillé chez les Rothschild. Cependant, il demeure toujours leur valet, afin d'obtenir les faveurs des riches. Et ainsi de pouvoir obtenir le Graal suprême, faire partie du club fermé des tout-puissants. L'avantage que l'on peut reconnaître à ce candidat, c'est qu'il éclaire les contradictions de classe qui sont à l'œuvre. Dans le cadre actuel, de la Ve République, le gouvernement ne peut prendre des ordonnances que s'il y a été habilité par le Parlement, conformément à l'article 38 de la Constitution.
Ce système est très utilisé pour des raisons qui tiennent à l'encombrement de l'ordre du jour législatif, à l'impopularité des décisions à prendre ou encore à un désir d'efficacité et de rapidité. Donc, Macron veut faire passer par ordonnance les décrets de la loi du travail qui vont favoriser les uns aux dépens des autres et devinez de quel côté la balance va pencher. La loi du travail s'attaque à toutes les réformes acquises lors des luttes ouvrières, et mises en place par Ambroise de Croizat. Le seul ministre du Travail, qui a été un ministre pour les travailleurs. C'est très symbolique. Une manière de déclarer la guerre à la classe ouvrière et de la maintenir dans une forme d'esclavage moderne. Car, dans le néo-capitalisme, la flexibilité du travail a pour objectif, non, la baisse du chômage, comme on veut nous le faire croire, mais la baisse des charges salariales, pour les patrons qui recherchent toujours plus de profit pour leurs actionnaires et pour eux-mêmes. Au nom de la rentabilité, on est prêt à sacrifier sans aucun scrupule, l'humain. La mise au pas des collectivités territoriales. Après Sarkozy, Macron cherche le moyen de contourner le principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l'article 72 de la Constitution. Un système de convention avec les régions pourrait y pourvoir qui conditionnerait le montant des dotations de l'État à la docilité des collectivités. L'État serait également appelé à compenser la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, ce qui rendrait ce financement discrétionnaire. Le processus de métropolisation serait poursuivi et développé aboutissant à la suppression d'un quart des départements. Les collectivités territoriales seraient ainsi mises sous pression avec la diminution de 2 milliards € par an des dépenses de fonctionnement, la réduction de 75 000 emplois de fonctionnaires territoriaux, un retour strict imposé aux 35 heures hebdomadaires. La maîtrise de cette nouvelle politique coercitive serait assurée par une conférence annuelle des territoires. La remise en cause statutaire de la fonction publique territoriale reste la cible privilégiée. Change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. 3. L'abaissement du Parlement. Il s'agit d'abord d'une réduction drastique des effectifs censée dégager une économie annuelle de 130 millions, de l'ordre d'un tiers pour aboutir à 385 députés et 282 sénateurs. Le Parlement réduirait considérablement son activité législative qui, hors période budgétaire, serait limitée à 3 mois. Il y aurait donc moins de lois nouvelles, ce qui laisserait davantage de champ à la réglementation par décret. L'activité du Parlement serait aussi réorientée vers des missions de contrôle et d'évaluation. La haute administration aurait de ce fait une compétence d'expertise plus étendue et un pouvoir hiérarchique renforcé sous l'autorité de l'exécutif. Macron, qui avait prévu de légiférer rapidement par voie d'ordonnance dès le début de son quinquennat. Il n'a pas perdu de temps, et cette promesse-là, il ne l'a pas reportée. Il conservera le mécanisme de l'article 49.3. Il est clair que la démarche tourne le dos au régime parlementaire. Ce qui ressemble plutôt à un État totalitaire qu'à une démocratie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur
ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Si on diminue le débat démocratique parlementaire, la représentation nationale ne sera là que pour leurrer le peuple. D'ailleurs, on peut s'interroger sur le comportement des commissions qui censurent systématiquement les amendements de l'opposition sans même les avoir lus. Est-ce bien démocratique? On peut remarquer que depuis 2 mois, il y a entre les discours et la pratique une discordance flagrante. Il suffit de regarder les séances à l'Assemblée nationale. Certes, bon nombre de députés sont novices. Mais les consignes du chef ont été tellement strictes que les présidentes de commission ont vraiment du mal à respecter le règlement. Il faut tellement faire les choses à la va-vite que certaines en oublient de demander qui vote contre. De vouloir apporter beaucoup de transparence et de clarifier la vie politique française. C'était pas à cause de la fatigue, je le pense sincèrement et je le redis aujourd'hui. Quoique c'est à la fin de nos débats et quand on verra le contenu de cette loi que l'on pourra juger si effectivement on est allé au bout. Comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pour l'instant, il est vrai qu'au regard de ce que nous venons d'étudier dans cet article, on peut douter réellement des avancées qu'il y a dans ces articles. Que vont penser sincèrement les Français? Est-ce que le gouvernement recule? Est-ce qu'il rajoute des complexités est-ce qu'il décide de ne pas aller jusqu'au bout? Et voyez-vous, c'est dangereux parce que avec une volonté claire qui était affirmée au départ, on risque au final de susciter des doutes, de la déception et donc de semer le trouble parmi nos concitoyens. À vouloir laver plus blanc que blanc, eh bien on ne va pas laver du tout et c'est peut-être ça le problème. On va aboutir à une loi qui est un peu du bricolage entre ce qui est constitutionnel, pas constitutionnel et donc les détours que l'on prend pour arriver au bout. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous le voyez, il eût été préférable de pouvoir prendre plus de temps pour discuter de ce texte et aller jusqu'au bout et tous ensemble. Merci. Député, je vais mettre au voix l'article 1er bis A. Donc qui est pour? Qui est après l'avis du gouvernement, pardon, excusez-moi, et de la commission, pour. Alors qui est pour? Qui est contre? J'ai pas passé de consigne. J'ai donné avis pour et contre. Je me rapproche du micro. Donnez la parole à monsieur. Oui. Monsieur Dussopt. Il fonctionne pas. Pardon. Oui, allez-y, monsieur Dussopt. Merci, madame la présidente. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 de notre règlement. Lorsque vous appelez les votes, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres enceintes, les députés lèvent la main ou ne la lèvent pas. Ils peuvent faire le choix de ne pas participer à un vote. Ils peuvent faire le choix de s'abstenir de se prononcer, mal à l'aise par une disposition ou par conviction du fait de ne pas vouloir adhérer à tel ou tel article. Vous avez appelé le vote 2 fois, presque 3. Ça m'a aussi rappelé quelques souvenirs de la semaine dernière. De 2 choses l'une, madame la présidente. Soit cette situation ne se reproduit pas, soit au nom de mon groupe, je serai amené à demander un scrutin public sur chacun des amendements déposés. Alors,
Donc, je prends bien note de cette remarque. Je n'ai simplement, lorsque j'ai fait l'appel au vote, je n'ai pas rappelé les avis dignes de la Commission ni du gouvernement, mais je prends note de votre remarque. Donc, maintenant, nous allons discuter de l'amendement de l'article 1er ter. Donc, série d'amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Je donne la parole à Madame Obono. Monsieur Corbière à la place de Madame Obono. Très bien. Bon, mes chers collègues, gardez votre voix car le sujet que nous allons aborder mérite passion, je n'en doute pas, mais vous avez raison de ce rappel à l'ordre, mais il s'agit... On a voté, mal voté sans doute, mais qu'importe. Mais il fonctionne pas, ça va. L'appel au vote a été fait pour et contre. Vous ne l'avez pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu. Simplement, il y a un petit souci de micro, je peux vous le dire, c'est tout. Monsieur Corbière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai répondu sur le vote précédent. Monsieur Corbière, la parole est à Monsieur Corbière. Nous demandons à réexaminer le vote. Article 101. Madame la Présidente, il faut que cette Assemblée puisse avoir pleinement confiance au vote. Manifestement, ça n'est pas le cas. Excellent, Monsieur Corbière. L'article a été adopté, je ne vois pas pourquoi refaire le vote. Attendez. Excusez-moi. Prenez... Ça ne sert à rien de parler tous en même temps. D'abord, on n'entend rien du tout et on ne comprend pas du tout ce que vous dites. Alors dites... Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, pour rappeler les choses très simplement et très calmement. Vous avez appelé les votes pour, certains ont levé la main, 2 fois de suite, et ensuite, quelqu'un est intervenu sans même que l'on procède au vote contre ou l'abstention. Tout simplement. C'est tout ce qu'on vous demande, simplement, Madame la Présidente, qu'on puisse avoir le vote dans les conditions normales, ce qui ne s'est pas produit. Je répète simplement que j'ai appelé le vote pour et le vote contre, et je ne veux pas enlever le souci qu'il y a eu tout à l'heure sur la manière dont je me suis exprimée, mais vous n'avez pas entendu au niveau du micro, c'est tout. Là, je peux pas... Monsieur Corbière pour l'amendement 156, s'il vous plaît. Est-ce que vous prenez la parole ? Est-ce qu'on peut faire une suspension de séance ? Vous savez bien que le vote était à main levée, donc l'article a été adopté. Ah bah je ne sais pas. Bah donc, attendez une seconde. On peut faire... Ok. Est-ce que je peux donner du sable ? Ça c'est le chantier. Hein. Madame... Excusez-moi. Madame Monsieur Dussopt, c'est pour un rappel au règlement ou c'est pour une autre C'est pour un rappel au règlement, Madame la Présidente. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles le vote vient de se dérouler et je partage en tout point ce que vient de dire notre collègue Philippe Vigier. Force est de constater que depuis quelques minutes, nous ne savons pas les uns les autres si l'amendement est voté ou pas. Je ne remets pas en cause votre version. Il est adopté, très bien. Ça flotte et le débat n'avance pas. Au nom de mon groupe et en lien avec la responsable du groupe socialiste, Cécile Untermaier, nous vous demandons une suspension de séance de 10 minutes. Madame Untermaier, c'est vous qui avez la délégation. Est-ce que vous demandez une suspension de séance ? Oui, elle l'a Oui ? D'accord, 5 minutes de suspension de séance.
Notre pauvre député François Ruffin est frustré de ce manque d'échange et pourtant ce n'est pas le sujet qui manque. N'est-ce pas François ? Voici venues donc les explications de vote sur l'article 8. Il n'y a pas de... Ah. Non, sur l'article, oui, sur l'article, d'accord. Oui, monsieur Ruffin. Voilà. Pour moi, c'est mon premier débat à l'Assemblée nationale ici. Pour vous aussi. Oui, je reviendrai. Ouais, mais c'est un dépucelage parlementaire quelque part. On a beaucoup parlé et je dois dire que moi j'ai trouvé que c'était même une enceinte plaisante et où je me suis senti respecté dans la parole qu'on pouvait tenir ici. Non, vraiment, c'est pas de la démagogie. Il n'y avait pas les tablettes qui claquaient. Enfin, c'était pas le cirque, on pouvait s'exprimer. Donc tout ça, ça s'est fait dans des bonnes conditions. Maintenant, il y a une frustration que j'exprime depuis le départ, mais je vais la renouveler quand même. C'est que moi, ce que j'attends d'une assemblée, c'est qu'elle soit mouvante, qu'il y ait du suspense, qu'on se demande si le texte de loi il va passer, pas passer, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des hésitations, qu'on sente des mouvements, les gens qui se mettent à parler dans les couloirs, mais finalement, est-ce qu'il n'avait pas raison celui-là? Mais est-ce qu'on a fait vraiment le bon choix? Voilà l'assemblée dont je rêve. Vous savez, et même les miens le savent, moi je ne suis pas un grand fan des partis qui sont figés et qui votent en masse. Moi, j'ai fait campagne en disant, moi, je souhaite voter en mon âme et conscience. Et ce que je trouve beau dans le mouvement de la Révolution française, si on est ici, c'est aussi parce qu'il y a eu cette Révolution française, c'est parce que les gens ont débarqué, et ils ont débarqué presque neufs, et les groupes se sont formés comme ça, de manière mouvante, mais sans savoir où ils allaient. Et voilà, moi, c'est ça à quoi j'aspire. Alors quand j'ai eu ce mot-là de godillot, je m'en excuse si ça vous heurte, mais c'est pour faire le pari, pour avoir l'espoir que ça ne soit pas, on ne vive pas dans cette assemblée de godillots pendant 5 ans, pour faire le pari que oui, on vive, que ça soit un corps comme un corps humain vivant et que ça bouge à l'intérieur de cette assemblée, que parfois on puisse se sentir convaincu par vos arguments et réciproquement. Voilà mon cri du cœur. Merci, monsieur.